Mesdames et messieurs, bienvenue à ce JDD du 26 avril 2026 qui a le plaisir de recevoir sur son plateau un profil très intéressant, un jeune profil devrais-je dire, mais qui a également la particularité de se focaliser sur des questions qui agitent un peu le landerneau politique, mais le landerneau social aussi. Eh bien, en raison de son profil, mais en raison également de sa qualité intrinsèque, nous avons pensé peut-être faire un peu le tour d'horizon d'une série de questions liées au vécu du Sénégalais, au vécu du pays, mais en même temps aussi des perspectives qui peuvent se dessiner sous l'angle de perception que notre invité peut-être aura à déceler et à partager avec nous. J'ai donc sur le plateau le plaisir de recevoir Boubacar Mohamed Racine Sy. Un joli nom, une belle composition, mais il justifiera cela tout à l'heure. Boubacar, bienvenue donc à JDD. Bonjour, monsieur Mamadou Ndiaye. C'est avec un honneur que je viens répondre à votre invitation. Mamadou Boubacar Racine Sy est un jeune intellectuel, mais un jeune cadre aussi. Il a la particularité donc de réfléchir beaucoup, mais surtout de mettre en ligne ses réflexions et surtout de travailler avec profondeur sur les réflexions justement qu'il met. Et surtout, il a le courage de partager justement ses réflexions. C'est en cela qu'il est intéressant, parce que beaucoup ici réfléchissent, beaucoup s'expriment sur des questions de fond, sur des questions spécifiques, sans mettre sans partager préalablement leurs réflexions. Mais lui, c'est le contraire qu'il fait et c'est en cela qu'il est assez intéressant. Il est diplômé donc d'université en France, après ses études et ses humanités ici à Dakar. Et en même temps aussi, il est devenu, donc quand il est devenu juriste, il a élargi un peu sa palette pour devenir un écrivain. Et puis, il est un fin observateur, d'après ce que nous disent un peu les gens qui gravitent autour de lui et qui ont témoigné en sa faveur. Il est un fin observateur des dynamiques sociales, mais aussi des dynamiques politiques dans notre propre pays. Vous allez vous en apercevoir vous-même. Vous combinez plusieurs choses en même temps. Et ensuite, on dit de vous que vous êtes très prolifique. Comment justifiez-vous l'occupation de votre temps pour arriver à remplir tous les cages? Cher Mamadou, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présentation qui est très dithyrambique à mon égard. C'est un honneur, comme j'ai dit tout à l'heure, tout de suite. Alors, vous pouvez m'appeler Boubacar, parce que c'est mon nom en réalité. Oui, oui. Racine, c'est le nom de mon papa, mon défunt papa. Oui. Donc, mon nom, c'est Boubacar, paix à son âme. Oui. Je pense que mon travail est le fruit, en réalité, de son travail à lui-même. Il a essayé de me forger et de m'initier à une certaine rigueur intellectuelle, mais également à une certaine méthodologie. Parce que c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, j'aimerais convoquer Senghor qui disait que pour une personne, il est important d'avoir un esprit de méthode et d'organisation. Quand on a un esprit de méthode et d'organisation, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Et effectivement, j'ai un travail, mais j'essaie de combiner ça à une réflexion et également à, je veux dire, des chroniques, des réflexions que je partage au public. Et cela aussi est très intéressant parce qu'avec le retour des gens, ça me permet d'affiner la réflexion. Il est intéressant de réfléchir. D'ailleurs, un intellectuel, il réfléchit. Mais il faut passer une autre étape, à savoir également la formulation d'idées dans l'espace, disons, médiatique, au public. Et en partageant avec les autres apprennent, mais également la personne elle-même, à travers les critiques sur son travail, se réajuste. Et c'est très important. Comme on dit, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Donc c'est très intéressant. Mais est-ce qu'il est facile de réfléchir dans un Sénégal où le tintamarre envahit tout l'espace? C'est une question très intéressante à laquelle moi-même j'ai beaucoup réfléchi. En vérité, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que moi-même, je subis des critiques. On me dit très souvent que je suis prolifique et que j'écris beaucoup trop. Alors que... C'est un reproche, quoi, alors que ça devrait être un compliment. Je pense que ça devrait être un compliment parce que
il n'y a rien de plus, je dirais, intéressant et noble, je le dis avec beaucoup de modestie, que de réfléchir sur son pays et d'essayer en vérité de mettre le doigt là où ça fait mal ou sur les points qui font régresser le pays, mais également d'essayer d'amener des solutions ou à minima de proposer, et je le dis assez souvent, tous mes travaux sont soumis à la critique. Je dis toujours, je le dépose ça sur la place publique et on en discute. Et donc je pense que un reproche sur qu'une personne écrit trop me paraît en tout cas évocateur de l'état intellectuel du pays. Voilà. C'est pas trop plaisant de le dire, ou c'est difficile de le dire, mais en tout cas ça renseigne beaucoup. Parce que dans d'autres pays, je pense que les travaux intellectuels sont salués et valorisés. En fait, il est difficile de parler de soi. Oui, c'est ça. C'est ce que veut nous dire donc notre invité. Mais on va essayer quand même de le pousser un peu jusque dans ces derniers retranchements, ne serait-ce que pour peut-être sortir un peu les bonnes idées de sa tête. Il est auteur prolifique, avons-nous dit donc à l'entame de l'émission, parce que en 3 années, 2023, 2024 et 2025, eh bien, il a produit 3 ouvrages. Je vois certains qui mettent peut-être 4 fois plus avant de produire un livre. Donc, il a sorti Le Sénégal sous laser en 2023. Les présidentielles de 2024 l'ont inspiré également et il en a produit également un autre papier où il parle justement de échec aimant en 2024. Et puis, il y a un autre sujet, celui-là également est fondamental dans la panoplie des activités qu'il mène au plan intellectuel, c'est sur l'éducation au Sénégal. Je crois que cet aspect-là, nous allons nous y arrêter un moment dans la chronologie donc, de notre émission. Mais quand on dit réfléchir, c'est difficile dans ce pays en raison de beaucoup de contingences. Il peut peut-être aussi être assez délicat de nourrir sa réflexion sur une société qui est en mutation profonde, puisque vous avez convoqué tout à l'heure le président Senghor dans le cadre de l'organisation et de la méthode. Mais aussi, il avait dit que nous nous approchons donc d'une civilisation de mutation. D'ailleurs, des mutations profondes. Je crois qu'on y est en ce moment. Tout à fait. Alors, c'est intéressant, je vois, de convoquer Senghor et je vois qu'il avait une longueur d'avance. D'ailleurs, c'est assez bizarre que je vois les critiques qui peuvent être formulées sur Senghor. Et là aussi, c'est assez évocateur de l'absence de profondeur dans l'analyse, mais également dans la recherche. Parce que Senghor, il a expliqué pas mal de théories qui, aujourd'hui, nous voyons l'application même, en tout cas, de ce qu'il décrivait. Alors, effectivement, la société est en profonde mutation, mais est-ce dans le bon sens? C'est ça la question fondamentale. De façon péremptoire, je ne dirais pas dans le mauvais sens, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille en réalité à être dans l'essentiel et dans ce qui est effectivement une élévation intellectuelle. C'est pour cela d'ailleurs que mes travaux traitent des problématiques telles la démocratie, l'éducation, et fondamentalement, c'est effectivement très difficile parce que le faire, c'est pointer du doigt généralement les manquements dans la société. On peut paraître, bon, je ne dirais pas prétentieux, mais en tout cas, c'est très compliqué de parler de ces sujets. Mais un intellectuel, comme je l'ai dit, il réfléchit et il met le doigt là où ça fait mal. Donc, pour me résumer, c'est effectivement très compliqué de réfléchir dans une société où effectivement il y a de profondes mutations et, je dirais négativement, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est important et c'est vital. Vous êtes aussi un observateur. Vous ne vous contentez pas simplement que d'écrire, mais vous écrivez quand vous avez déjà fini d'observer un peu la société sénégalaise. Mais de votre posture, comment s'organise votre observation de la société sénégalaise? Bon, c'est une question très complexe. Je veux dire, est-ce que vous êtes un fouineur? Est-ce que vous êtes dans la dilettante? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui, voilà, au contact des gens pour regarder qu'est-ce qui les motive, et en même temps aussi qu'est-ce qui les fait bouger? Ou bien est-ce que vous vous suffisez simplement de votre statut de Sénégalais d'abord
connaissance de la société et devant peut-être simplement s'isoler pour peut-être évoquer ses propres observations de la société et de ses évolutions. Je pense que c'est une question très intéressante et pertinente à la fois, et il me plaît d'y répondre. Je pense que le contact avec les populations est très important, voire déterminant. Et je m'en réjouis, parce que je pense le faire. Je suis élu local à la commune de Padoue, donc j'ai un mandat local, et je pense que ça renvoie en réalité à une proximité avec les populations. Tout à fait. Je les salue au passage, cette belle cité. Donc pour dire que, pour connaître effectivement le pays, la sociologie du pays, les problèmes du pays, il faut être au contact des populations. Et discuter avec les populations et partager en réalité, nous partageons les mêmes craintes, les mêmes problèmes. Et alors la différence se trouve simplement au niveau où peut-être moi, après, je prends un peu plus de recul et pour, en tout cas, essayer de, sur la base de ce que je vois comme des problématiques, essayer d'y réfléchir pour savoir les causes, mais également après essayer de formuler des esquisses de solutions et de les proposer. Par exemple, je ne me réserve pas le droit de faire des lettres ouvertes. J'en ai fait des lettres ouvertes, j'en ai fait au président. On y viendra. Voilà, donc pour dire que le contact avec les populations, pour un observateur, pour un écrivain, il est tout autant important et primordial que ce rapprochement entre le politique ou le politicien avec sa base ou la population. Très bien. Voilà. Il m'a mordu la langue parce que j'allais également le présenter. J'allais également le présenter, n'est-ce pas, sous une autre apparence. En vérité, c'est un élu local. Donc voilà, une immersion à la base de façon, comme on dit aujourd'hui, la proximité. Mais j'ai envie de savoir de vous, quels sont les traits qui caractérisent la société sénégalaise de votre propre angle d'observation? Bon, le Sénégal est un grand pays où, effectivement, il y a de très grandes personnalités au plan religieux, au plan politique et au plan culturel. Le Sénégal est un pays qui est valorisé par sa teranga, mais également par certaines caractéristiques ou certains, je veux dire, oui, caractéristiques qu'on retrouve chez les Sénégalais, le djom, le foule, la bravoure. Vous n'êtes pas dans les lieux communs là? Non, non, mais en fait, j'explique un peu que ça me permet de venir en réalité après à ce qu'on devrait effectivement recuser. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons... Donc, pour dire qu'effectivement, ça se retrouve chez le Sénégal. Mais ces caractéristiques-là, c'est comme si on commence à ne plus les retrouver chez les Sénégalais. Parce que ce que nous voyons maintenant, et je suis revenu très amplement sur ça dans mon dernier livre, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons plus l'incivisme, l'inculture, la grossièreté, des conceptions un peu rétrogrades, aussi bien vis-à-vis de la société, vis-à-vis même de l'État, et également vis-à-vis de notre environnement. Et donc, il faut en réalité qu'on fasse revenir nos valeurs d'antan. Parce qu'aujourd'hui, le mal, il est réel, il est profond, et on peut y revenir en détail pour expliquer en réalité à quoi je fais référence. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, cette société gagnerait à être davantage dans l'essentiel et le fondamental. Mais Boubacar, revenir aux fondamentaux, je pense que quand même les fondamentaux ont été également bâtis par des hommes. Tout à fait. Qui certainement répondaient à des équations ou à des problématiques de leur époque. Tout à fait. Maintenant, l'époque actuelle, ces premiers hommes ne sont pas présents parce qu'ils sont partis, paix à leur âme. Mais les contemporains des problématiques actuelles, c'est à eux effectivement de réfléchir sur leurs problématiques, mais en même temps aussi de voir comment maintenant trouver des consensus pour transcender les difficultés qu'ils appréhendent. Donc, renvoyer la solution à revenir aux fondamentaux, est-ce que ce n'est pas un pis-aller pour nous? Non, non, parce que vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, il y a eu des personnes qui étaient là, nos contemporains, qui ont bâti ce pays. Et
qui ont effectivement... Alors, les humains qui ont forgé un destin pour le pays. Oui, qui ont forgé un destin pour le pays, Oui. qui ont construit une nation solide, mais qui ont également mis, en tout cas essayé de mettre à travers les démembrements de l'État qui sont en charge de l'éducation et de l'instruction, un certain nombre de valeurs dans la tête du plus grand nombre. C'est important. La question qu'on devrait se poser, c'est à quel moment il y a eu rupture. Parce que pour y aller très simple, moi, dans mon dernier livre, j'ai donné des exemples précis qui montrent qu'il y a des problèmes. Par exemple, la grossièreté. Aujourd'hui, l'insulte est banalisée. L'insulte, il est banalisé. Quand on marche dans la rue, on ne peut pas marcher dans la rue sans entendre une insulte. Et c'est devenu comme quelque chose aujourd'hui d'accepter moralement et par tout le monde. Quand je parle du Mbedumbourg, la rue est considérée comme un déporteur d'ordures. Les gens, ils pensent que la rue appartient à tout le monde et qu'on peut en faire. Alors qu'il faut effectivement, c'est un acte de civisme que de préserver la nature, que de préserver l'environnement. Quand on regarde, je le dis, quand on regarde la forme, la configuration de la circulation au Sénégal, on nous dit que pour voir le niveau de développement, parce que le développement, il est d'abord intellectuel avant d'être matériel, Oui. mais il faut voir la configuration de la circulation pour se rendre compte en réalité. Donc, j'ai aussi oublié un exemple très évocateur de ce qu'on dit. Le Sénégalais, en tout cas la majorité des Sénégalais, ne connaît pas le rang, autrement la queue, quand on entre dans une boutique. Donc ce sont des pathologies réelles. Et vous avez posé une question importante en nous disant, actuellement, celles et ceux qui sont en charge de diriger ce pays, comment ils doivent régler les problèmes qui sont actuels. Mais c'est aussi important de voir comment nos contemporains ont pu régler des problèmes similaires. Non, parce que il y a une idée vieille, une idée qui est très répandue dans notre pays, consistant à toujours dire, en Wolof, en Pulaar ou dans toutes les langues nationales, on dit on n'a qu'à revenir à hier. Si on revient à hier, on règle les problèmes d'aujourd'hui. Non, je pense que les problèmes d'aujourd'hui, c'est les problèmes d'aujourd'hui. Je suis d'accord. N'est-ce pas? C'est pas des problèmes d'hier. Puisque vous parlez justement de la grossièreté d'un certain nombre de concitoyens, eh bien cette grossièreté-là, elle a pu prendre une ampleur qu'il n'y avait pas auparavant. Je suis d'accord. Auparavant, peut-être, bon, c'était une grossièreté peut-être dans un mois ou dans une semaine, mais rarement dans la rue. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a une implosion effectivement de la grossièreté. Si bien que, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Moi, j'aimerais bien également que, certes, vous êtes un jeune analyste, mais très probablement, vous êtes proche un peu des gens de votre génération pour comprendre véritablement à partir de quand avons-nous décelé un virage vers plus de grossièreté qu'il y en avait. Oui, c'est justement là où c'est intéressant, parce que il faut effectivement savoir quand est-ce qu'on est passé d'une étape à une autre. Une autre étape, en tout cas qu'on peut dire, pas meilleure. Moi, je pense que c'est à partir du moment où l'école publique a dégringolé. Mais également, c'est à partir du moment où on a instauré, par exemple, la journée continue. Parce que les parents, aujourd'hui, l'éducation est dévolue aux parents. Parce que quand on parle de grossièreté, c'est un manquement à l'éducation de base. Parce que je suppose que quand on est bien éduqué, on se garde de faire certaines pratiques. On s'interdit d'avoir... On s'interdit de se donner un spectacle. On s'interdit d'insulter. On s'interdit de voler. Donc, aujourd'hui, la vérité est que, sans doute, les parents ont moins de temps à consacrer aux enfants. Quand on est bien éduqué, on s'interdit de faire certaines choses ou de dire ou de sortir de la bouche certains propos grossiers, infamants. Donc, la question de l'éducation, elle est centrale. Cette question, elle est centrale. Les parents aujourd'hui, mais pour diverses raisons, quelquefois qu'on ne peut pas... Parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue chère. Par exemple, les parents, ils courent derrière la dépense quotidienne. Ont-ils le temps, effectivement, de consacrer beaucoup plus de temps à leurs enfants? Ils confient maintenant les enfants à des personnes qu'on appelle très vulgairement les mbindan, qui sont sous-payés.
et quelquefois qui n'ont pas la même éducation que la famille. Or, nous savons que l'éducation aussi, c'est une sorte de legs familial. On apprend ce que les parents, les réalités culturelles et familiales, on transmet ça à l'enfant. C'est important. La pauvreté, ça n'est une cause. Mais également un certain mimétisme avec la France, où maintenant, parce que l'éducation, c'est vrai, c'est pas seulement, c'est un travail communautaire. C'est la femme d'abord. Amadou Hampâté-Bâ nous dit que la femme, l'enfant peut désobéir à son père, mais jamais à sa mère. Et scientifiquement, on nous dit que l'enfant a un lien du fait qu'il sort du ventre de sa maman. Ombilical. Tout à fait. Et il est donc de 0 à 7 ans, les recherches scientifiques estiment que l'enfant est plus enclin à être attentive aux paroles ou aux injonctions de sa maman. Donc il y a un travail de foncier à opérer chez l'enfant, de structuration. Ensuite, c'est un travail communautaire. Le papa, mais la société, les télévisions, la média, tout ça a disparu. Ça a engendré une société où est-ce que, je vais poser la question pour ne pas, j'ai ma petite idée dans la problématique, mais dire, est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on peut se déclarer champion en discipline et en vertu? Après aussi, il y a eu l'affaissement de l'école publique. L'école publique, à l'époque, et il y a aussi à le dire, c'était l'école publique qui était l'école de référence. L'école privée était sans doute aussi performante. Mais l'école publique, c'était une école de référence. Le fils, par exemple, de l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, il était dans un établissement public, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. À l'époque, l'enseignement public, de façon beaucoup plus générale, était un enseignement de qualité et répondait également à un principe mais fondamental, qui est l'égalité des chances. Aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas fondamentalement amener leurs enfants. Les personnes qui ont les moyens, ils n'amènent pas leurs enfants à l'école publique. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas les moyens? Il y a les grèves récurrentes. Donc toutes ces problématiques, il faut les régler. C'est ça le plus sérieux dans un pays. Également, voilà, ce sont ces questions-là qui, je pense, méritent une attention particulière. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez donc iRadio et ITV sur l'émission JDD qui reçoit ce 26 avril 2026 le juriste et l'essayiste, en même temps aussi observateur, Mohamed Boubacar Racine Sy. Boubacar, quand il y a une exagération sur le type de comportement nouveau, y a-t-il des moyens, selon vous, puisque vous connaissez un peu peut-être les ressorts un peu de ces écarts de comportement, y a-t-il donc des moyens à mobiliser très rapidement, ne serait-ce que pour freiner un peu cet élan? Oui, il y a des moyens. Et le premier, c'est un investissement massif à l'éducation. Dans l'éducation, quoi. Dans l'éducation. Okay. Il faut... Alors, il est vrai que aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale, il est assez conséquent, mais il faut restaurer l'école publique. Je donne un exemple très simple, parce que c'est important. Prenez aujourd'hui les profils d'enseignants. Aujourd'hui, les enseignants, certains, ou pour la majorité, ils sont enseignants, non pas par passion du métier, ni par vocation. Non, oui, ce n'est plus par vocation. D'accord. Or, à une certaine époque, l'enseignant était valorisé, il était consulté même dans les problèmes que rencontrait la société. Aujourd'hui, les enseignants, ils courent derrière une revalorisation. Donc, il faut un investissement massif dans l'éducation nationale. Il faut restaurer l'école. Ce faisant, on permet une élévation intellectuelle dans le pays. Et c'est très important pour même une démocratie, je veux dire, stable et mature. Alors, pour l'école, il y a, au détour d'une petite conversation que j'ai eue hier, en préparant donc notre émission, un interlocuteur m'a dit qu'il y a eu un complot contre l'école publique. Et on est en train de payer un peu peut-être cela par défaut de vigilance ou bien par absence de réaction par rapport donc à ce complot qui se perpétrait contre l'école. Mais l'autre dit également que, en vérité, du point de vue de l'éducation également, il y a une cassure qui ressemble un peu à cette cassure qui a plongé la Grèce dans un recul abyssal.
Parce que, à un moment donné aussi, les élites grecques ont confié, n'est-ce pas, leurs enfants à des domestiques qui venaient justement de l'Égypte antique. Si bien que la domestique, elle obéit. Tout à fait. Or, l'enfant aussi, en reprenant un peu les signes ou les gestes donc, de la domestique, lui-même, il obéit plus qu'il ne commande. Tout à fait. Donc, de ce point de vue, il y a certainement des pistes à explorer, ne serait-ce que pour voir un peu comment redresser les choses et de façon fondamentale, non? En vérité, ce que vous dites est implacable, mais j'ai une chose à adresser en fait à nos décideurs, aux politiques. Le développement durable repose sur l'éducation. Ça n'a pas été... Votre exemple est très patent, il est réel, il en dit long, mais tous les pays qui se sont développés, ils ont misé sur l'éducation. En France, Jules Ferry, la loi de Jules Ferry, elle est claire. La loi, l'enseignement, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. L'école est obligatoire. Elle est laïque. Mais également, c'est une école publique. Autrement, mais c'est important d'essayer effectivement, parce que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur le capital humain. C'est sur le capital humain. Ce n'est pas de trop de dire qu'il y a eu un complot contre l'école. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, même le civisme, on ne le voit plus. Et d'ailleurs, par exemple, moi j'ai fait l'école privée catholique. J'avais un cours d'éducation civique. Dans mon dernier ouvrage, j'ai insisté sur le fait qu'il faut le retour à l'éducation civique. Ce sont... en fait, l'État a l'obligation, pour même sa survie, ou en tout cas pour sa pérennité. Pour sa pérennité et pour pouvoir faire un travail durable et assez conséquent, avoir le consentement, mais également l'apport de ses administrés. Mais il faut que ces administrés puissent avoir la possibilité de comprendre ce qui se fait. Vous savez, j'ai aussi l'habitude de le convoquer. Il y a eu la Révolution française de 1789 qui a changé le monde. Parce que c'est au sortir de la Révolution française qu'il y a eu la proclamation de quelques droits, l'égalité des citoyens, l'inviolabilité du droit de propriété, entre autres droits, je veux dire fondamentaux forts. Mais les Européens, les Français en l'occurrence, avec la monarchie de juillet 1848, tout à fait, ils sont revenus, dès 1830, ils sont revenus au vote capacitaire arrimé au vote censitaire. Voter celles et ceux qui avaient un certain niveau de connaissance, qui avaient un certain niveau de savoir. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais ça permet en tout cas une élévation intellectuelle. Et donc, le problème de fond, c'est la question de l'élection et de la réélection. Aujourd'hui, les politiques, ils ont tendance à faire des investissements massifs sur ce qu'on peut voir. Or, cette histoire, miser sur l'éducation, faire en tout cas un travail prioritaire sur une élévation intellectuelle, sur les masses, ça ne fait pas trop de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on rate si on rate l'éducation? Mais on rate absolument tout. On rate absolument tout. Voilà. Vous voyez au Sénégal, il y a eu des... Quand il y a des émeutes, ou en tout cas quand il y a des désaccords, les gens sont capables d'aller casser le TER, d'aller casser le BRT, alors que s'ils comprenaient un peu que l'État peine à mobiliser des ressources pour faire ça, et que c'est un éternel recommencement, ils ne le feront pas. C'est pour eux. Ensuite, en tout cas, c'est très compliqué. Il faut qu'on revienne à l'éducation, qu'on fasse comprendre aux citoyens que c'est à eux de construire le pays. J'ai discuté la fois passée avec un ténor, qui est le président des paysans sénégalais, Mamadou Sissoko. Je suis allé le voir, on a discuté. C'est vraiment un ténor, on le salue. C'est un ténor. Donc on a discuté, il me dit, il était dans un véhicule et le chauffeur, il a dit, mais il m'a dit quelque chose d'extraordinairement, à la fois beau et profond. Il me dit, il dit au chauffeur, le chauffeur lui dit, ce pays ne va pas se développer, c'est difficile. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est compliqué. Il lui dit, mais toi, tu es chauffeur? Il dit, oui. Il dit, si tu commences à respecter le code de la route, et que tous les chauffeurs, par ricochet, tous les chauffeurs respectent le code de la route, le pays se porterait mieux. Il y aurait moins de policiers dans la rue.
ils vont sans doute s'occuper de la sécurité. Mais c'est comme ça. Et il me dit, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Et chacun faisant ce qu'il doit faire, le président de la République, il n'a pas à intervenir sur certains, ou le Premier ministre, ou les ministres, ils n'ont pas à intervenir sur des sujets qu'on devait dépasser depuis Mathusalem. Et ça, ce n'est possible qu'avec une éducation, avec un investissement massif sur l'éducation. Alors, c'est très complexe, mais il faut initier la réflexion sur ça. Il est souvent difficile d'amorcer les ruptures, mais par contre, les ruptures sont nécessaires et même impératives pour peut-être faire un bond en avant. Là, j'utilise encore une expression assez courante chez les maoïstes, mais en vérité, c'est un peu cela. C'est-à-dire que le bond en avant, il ne peut résulter que de la décision ferme et consensuelle opérée entre tous les Sénégalais qui décident de dire que leur éducation, sans doute, bat de l'aile. Mais avez-vous vu des forces sur lesquelles s'appuyer, donc, ne serait-ce que pour réintroduire l'éducation à tous les niveaux et la consolider? Bon, moi, en fait, j'aborderai autrement. Je dirais, j'inviterai les intellectuels à évoquer ces sujets-là. Parce que je pense qu'ils comprennent en réalité les réelles problématiques aujourd'hui. Dire qu'il faut restaurer l'école publique, dire qu'il faut faire un investissement massif sur l'éducation, je pense que ce n'est pas de trop. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un intellectuel, il fait un travail de diagnostic et d'analyse. Et donc, il doit pouvoir savoir que ce sont entre autres, mais c'est un des problèmes majeurs du pays. Et donc, il va falloir en réalité, parce que autant les politiques, ils travaillent et ils font de sorte que leur travail soit vu, autant les intellectuels ont aussi l'obligation de rappeler aux politiques qu'il y a des choses. Alors, je ne dis pas que les politiques, ils ne travaillent pas, ils ne font pas de l'éducation ou de l'instruction ou de, voilà, toutes ces problématiques-là, un enjeu fondamental. Mais à mon avis, très simplement, ce sont pour eux des investissements qu'on ne peut pas voir et qui sont à la limite secondaires. Or, tous les pays qui ont eu à se développer, à un certain moment de l'histoire, il faut voir ces moments clés. C'est l'éducation qui a permis au pays effectivement d'avancer. Les pays asiatiques, c'est l'ordre, la discipline, mais c'est par l'école, c'est par la rigueur. C'est important. Tout à l'heure, on parlait du levier temps. Vous savez, quand dans un pays, il y a la confusion, il y a l'indiscipline, il y a l'irrévérence, les débats sur les réseaux sociaux et les débats qu'on voit à la télé en sont des indicateurs de taille. Aujourd'hui, on ne discute plus. On ne débat plus. On ne débat plus. Et chaque parti cherche à avoir raison. Or, ce n'est pas fondamentalement l'essence même du débat. C'est d'essayer de se comprendre et d'ajuster sa pensée, mais également de mettre dans la besace des idées. Autrement dit, si l'éducation avait été mise à l'endroit, on ferait l'économie effectivement de ces dérives que vous observez. Tout à fait. Pour passer à autre chose maintenant, puisque voilà, de l'école à la démocratie, il n'y a qu'un pas à franchir. Notre démocratie, elle souffre de quoi si on y ajoute l'élément d'éducation qui a fait fausse route? Oui, merci d'avoir bien posé la question, parce que d'introduire effectivement comme première cause cette absence d'éducation, c'est difficile de le dire, mais c'est la vérité. Oui. Un pays n'a que les dirigeants, les dirigeants à l'image de ses concitoyens. Donc, alors, le problème, il est autre. Le problème, c'est que nous pensons que la démocratie, ce n'est que l'élection. Nous pensons que la vitalité démocratique d'un pays, ça se résume à organiser des élections. Ça se résume effectivement à changer le personnel politique. Or, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et d'ailleurs, je suis très heureux la fois passée de lire Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, que j'écoutais aussi sur TV5, qui dit expressis verbis, la démocratie, ce n'est pas que l'élection. Ça fait 3 ans que j'essaie de développer ces concepts. La démocratie, c'est un tout. C'est la protection des libertés. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion.
c'est entre autres libertés consacrées par l'article 8 de la Constitution du Sénégal. Et on oublie souvent une liberté qui est fondamentale également, c'est la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre. Il y a beaucoup de Sénégalais qui renoncent à entreprendre parce qu'ils ont peur et ils pensent qu'il y a le regard de Moscou qui les observe. Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, ces libertés, et d'ailleurs, j'invite les Sénégalais, parce que c'est important, et plus les politiques, beaucoup plus les politiques, Oui. à lire la Constitution. C'est important. Il faut qu'ils lisent la Constitution. Vous avez le sentiment qu'ils ne lisent pas la Constitution? Ou s'ils lisent la Constitution, alors c'est pas bien lu. Quand on prétend devenir homme politique et surtout assumer ultérieurement des responsabilités, on se doit d'être quand même incollable, je veux dire, sur voilà, les questions fondamentales liées à la vie de la nation, non? Je suis tout à fait d'avis, ça devrait se passer ainsi. Est-ce le cas? Au regard des comportements, il y a beaucoup de grands principes qui sont méconnus. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir et être collé à la Constitution, lire la Constitution, comprendre la Constitution, et pour revenir à la démocratie, parce que c'est important. Et donc il y a la liberté, les libertés dites fondamentales qui sont protégées et qui doivent être exercées pleinement, sans restriction, dans la Constitution. Je disais tout de suite, article 8. Également, c'est une justice indépendante. Encore heureux aujourd'hui que la justice, elle est là, elle est debout, et que là aussi c'est un problème, c'est une problématique sérieuse. Les problèmes qu'on pense que ce sont les problèmes de la justice ne sont pas fondamentalement les problèmes de la justice. La justice au Sénégal, elle est décriée quand ce sont les politiques qui sont mis au banc des accusés. Or, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux. Au quotidien. Au quotidien. Oui. La question du surpeuplement carcéral. Il faut voir comment initier les gens, en tout cas, il faut voir comment étoffer, aussi bien en nombre qu'en compétences, mais le personnel judiciaire. Mais tout ça, c'est important. Donc, il y a d'autres... Parce que les lenteurs juridiques, là, en tout cas liées au procès, pourquoi ça prend du temps, tout ça là, est lié effectivement quelquefois à des manquements au niveau du personnel. Mais ça obéit à une réflexion globale. Mais pour revenir à ce que je disais, donc, il faut effectivement une justice indépendante. Il faut le dialogue des institutions. C'est un package, effectivement, de droits et de comportements qui font une démocratie. Ce n'est pas que l'élection. Or, au Sénégal, nous nous vantons d'avoir une démocratie rayonnante. C'est vrai, nous avons connu des alternances éclatantes, sans doute utiles pour le pays, mais après, c'est toujours une sorte de recommencement éternel. Est-ce que la démocratie que vous convoquez, elle obéit aussi à une certaine tolérance, à une certaine ouverture d'esprit, et puis à un respect des règles communes, ne pas arriver en retard, ne pas obstruer les passages quand vous êtes au volant de votre voiture, arriver dans une banque et puis peut-être faire la queue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça me rappelle aussi mes années d'étudiant. Vous savez, si vous observez aujourd'hui le personnel dirigeant de ce pays-là, pas aujourd'hui, mais peut-être depuis une vingtaine d'années, la plupart étaient des anciens étudiants. Hein. Il y en avait qui n'avaient pas le bon comportement quand ils étaient étudiants. Oui. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient là, peut-être pour obstruer un peu les passages au restaurant, ou bien peut-être qui faisaient voilà, certains écarts de conduite, mais qu'ils se retrouvent plus tard maintenant des leaders dans le pays. Comme vous l'avez dit, ça reflète un peu simplement l'état de notre démocratie. Oui. Mais en vérité, je crois que la démocratie, elle a des vertus. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ces vertus pour nous les identifier et essayer peut-être de nous dire en quoi ces vertus sont saines et transmissibles. Non, même dans l'exposé, le brillant exposé que vous avez fait tout de suite, tout à l'heure, vous avez répondu à la question. Moi-même. Oui, il faut revenir aux fondamentaux, il faut se respecter, respecter la personne avec qui on discute. Quand on est dans son véhicule et qu'on conduit, on respecte les autres, on respecte le code de la route. Si on respecte le code de la route, si chacun respecte le code de la route, il y a moins de problèmes. C'est très vaste. Il faut également, par exemple, vous avez donné l'exemple des politiques, mais prenons l'exemple de certains comportements, disons même quelquefois
des agents de la circulation. Ils font un excès de zèle, mais total. C'est compliqué. Parce que, vous voyez, un policier qui vous arrête aujourd'hui sur la circulation, sa mission, c'est de constater une infraction. C'est pas de se substituer à la loi. Et de vous verbaliser. Mais c'est pas de se substituer à la loi quelquefois. Mais les gens, quand ils vous arrêtent, vous avez peur. Vous pensez avoir fait quelque chose. Donc, tout le monde doit faire ce qu'elle a à faire. De façon correcte, de façon sérieuse et respectueuse des exigences légales. Et la personne doit connaître son travail. La personne doit connaître son apport, l'apport qu'elle peut apporter effectivement au pays et sa contribution au développement du pays, qui passe par un effort collectif. Tout le monde doit respecter l'état de droit. L'état de droit, en première année, on le définit simplement. Dans un pays où aussi bien les gouvernés que les gouvernants respectent la règle de droit. C'est d'autant plus vrai quand ce sont ceux qui ont la force publique, qui respectent l'état de droit, qui respectent les règles de droit. Et par l'exemplarité, on diffuse ça. Et par l'exemplarité. Donc, il faut une politique de l'exemplarité. Chaque personne doit savoir qu'elle a un rôle fondamental à jouer, effectivement, pour l'avancée de ce pays. C'est un discours qui met tout le monde face à sa responsabilité, mais également qui ne fait pas dire ou fait savoir que le président de la République, n'importe lequel, ce n'est pas lui seul qui peut faire changer les choses. Tout à fait, quoi. Il faut un effort collectif. Voilà. Vous êtes donc sur JDD, sur iRadio et ITV, qui reçoit avec plaisir Mohamed Boubacar Racine. Son nom est compliqué, mais vous le comprenez aussi. Racine, Oui. Quand on aborde maintenant la politique sous l'angle démocratique, le commun des Sénégalais, en tout cas ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, considère simplement que le politicien, il doit être rusé, il doit être malin, il doit être à la limite combinard et à la limite même il doit être espiègle. Et il doit toujours être justement dans les pièges pour tendu à l'adversaire ou bien peut-être à ses propres camarades. Mais est-ce que ça ne déteint pas un peu sur notre démocratie et ça ne fait pas reculer les avancées que nous avions dans un temps plus ou moins ancien, quand on faisait un code électoral consensuel, quand on faisait une constitution dont les pères fondateurs ne sont plus de ce monde. Donc ces gens, ils avaient travaillé sur la longue durée, ils avaient travaillé sur la longue perspective. Mais voilà qu'aujourd'hui, certains Sénégalais qui n'ont pas vu l'effort et le labeur de ces premiers Sénégalais foulaient au pied aujourd'hui des règles qui avaient été ouvragées dans des conditions extrêmement dures et laborieuses. En fait, c'est aussi une question, mais très intéressante. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique est méconnue en réalité. C'est quoi même l'essence de la politique? Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon premier livre, Le Sénégal sous l'asile politique, j'ai fait une partie théorique où j'expliquais c'est quoi la politique. J'étais parti d'un constat. Nous aimons la politique au Sénégal. Nous faisons outrageusement la politique au Sénégal de façon très rude. Mais nous méconnaissons même la définition la plus simple de la politique. La plus basique. La politique, c'est travailler pour les populations en faveur d'elles. Mais la politique, elle s'accompagne, ou en tout cas elle se fait avec du respect, avec des valeurs, avec effectivement un sentiment de devoir et un sentiment de loyauté envers les populations qui passe par la nécessité de ne pas les duper. Vous savez, quand vous faites un parti politique, il y a une mission essentielle qui est la formation des citoyens, qui est dévolue au parti politique. Ce n'est pas fortuit d'avoir mis ça dans effectivement les missions dévolues aux partis politiques. Est-ce que les partis politiques respectent ça? Ils assument cette responsabilité-là. Est-ce qu'ils l'assument? Aujourd'hui, il y a moins de partis politiques détenant des sièges. Il y a moins de partis politiques ayant des coordonnées ou un numéro de téléphone auquel s'adresser quand il y a nécessité. Oui, parce que
c'est ce que je disais. Aujourd'hui, on a pensé, et les politiques, beaucoup de politiques le pensent, que la politique, c'est un moyen d'ascension sociale. Ok. Ce qui explique cette ruse, ce qui explique la roublardise, ce qui explique que, au lieu de débattre et effectivement d'être dans le vrai, ce qui est bénéfique aux populations, ils cherchent à se duper. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est assez évocateur, on convoque toujours Machiavel pour en prendre tout ce qui est mauvais et en faire effectivement parole d'évangile. Ce n'est pas ça la politique. La politique, ça a des vertus, ça a un certain nombre de codes Et de comportements à respecter qui sont nobles, parce qu'il n'y a rien de plus noble que de venir et de travailler pour les populations. Et donc, il faut en réalité assainir l'espace politique, qui passe par, en tout cas, permettre l'éclosion de personnes qui disent des choses qui sont utiles, qui ne sont pas dans l'immédiat entendues, parce qu'effectivement le mal est un peu profond, mais c'est comme ça qu'on peut casser les choses. Ensuite, il faut miser sur l'éducation. C'est important, parce qu'aujourd'hui, ce que vous décrivez est facile et peut être effectivement, en tout cas, usité pour beaucoup de politiques, dans le sens parce que les politiciens, malheureusement, ils n'aiment pas trop que les populations soient éveillées pour mieux les duper. Mais je dis que, donc c'est important d'insister sur ce travail d'éducation et d'éveiller les populations pour qu'elles sachent mais c'est quoi la politique. Parce que les populations qui sont éveillées n'écouteront pas les politiques qui sont outranciers, qui sont arrogants, qui insultent. Ce n'est pas ça. Ce sont les idées. C'est être créateur d'idées et de sens. Tout à fait. S'agit-il de, ne serait-ce que pour arriver un peu à ce niveau, d'opérer quand même une sorte de révolution copernicienne consistant à faire un choix de ceux qui entrent dans l'arène politique, de ne pas laisser tout le monde entrer dans l'arène politique, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas peut-être les tenants et les aboutissants de la sphère politique, mais ils y sont, faute d'avoir peut-être été ailleurs où ils auraient pu exceller. Mais la politique, ça devrait être l'affaire de, peut-être, bon, voilà, des gens, je ne parle pas d'élite, moi, mais je parle simplement de gens qui, voilà, répondent un peu de ces critères, favorisent l'éclosion de la société, ne se soucient pas que d'eux-mêmes. Et du matériel. Et en même temps aussi, voilà, l'intérêt général prime sur peut-être voilà, l'ascension sociale de la personne considérée. Et peut-être même, et là, c'est une autre équation qui se pose. Parce que quand même, quand on voit dans un certain sens certains grands pays où les classes politiques se résument à des gens d'abord sachants, des gens qui ont également des moyens, qui peuvent également s'affranchir un peu des avantages en nature ou que leur offre effectivement leur rang et leur statut politique, mais qui maintenant s'investissent pour des causes nobles à l'intérieur de la société. Autrement dit, puisque tout le monde constate la même chose, nous devons arriver à cela. Oui, mais ou bien il y a un problème de fond. Le problème, c'est la démocratie actuelle au Sénégal. Parce que vous savez, en fait, c'est des problématiques très complexes. Mais comment l'expliquer? Aujourd'hui, ce que vous dites, si un politique arrive avec un discours, je veux dire juste, mais profond, et qu'un autre arrive, mais qui brasse du vent, mais il a plus d'écho. C'est pour cela que je disais, tout de suite, je convoquais, ce n'est pas fortuit, le vote capacitaire. Autrement dit, c'est quoi le vote capacitaire selon vous? Le vote capacitaire, je l'expliquais tout à l'heure, c'est le mode de scrutin où votaient celles et ceux qui avaient un certain degré, un certain niveau intellectuel, un certain niveau d'études. Parce que comme je l'ai dit, plus la démocratie elle est rayonnante, le choix des hommes, il est beaucoup plus pertinent, il est beaucoup plus, il est mieux expliqué quand les personnes qui votent peuvent expliquer pourquoi ils votent tel et ne votent pas pour une autre personne. Okay. Mais regardez, aujourd'hui, au Sénégal, on est dans un clivage où on est avec une personne
les autres sont avec une personne, tout ce que ces gens disent, c'est parole biblique, tout ce que l'autre dit, ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas ça en vérité. La vérité, c'est qu'il faut, dans le débat, il faut chercher, effectivement, nonobstant même là où on est, mais la part de vérité. C'est ça, c'est comme ça je pense à mon niveau. Hein, oui, et ne pas se dire qu'on est seul détenteur de la vérité. Oui, et donc quand je convoquais aujourd'hui le vote capacitaire, ce n'est pas pour y revenir, hein, mais c'est pour montrer que la démocratie est effectivement la pertinence du choix des hommes. Ces deux critères, ces deux vérités-là ne peuvent se matérialiser de façon sérieuse et rigoureuse que quand les populations sont éveillées. C'est connecté. Parce que, cher Mamadou, je vous le dis, hein, si vous parce que regardez, est-ce qu'au Sénégal, quand il y a les élections, c'est le meilleur profil ou le meilleur choix qu'on choisit? Oui, bonne question. Surtout que la démocratie, c'est une question de choix. Mais maintenant, la démocratie de type sénégalais, c'est la question du plus grand nombre. Hein. Ce n'est pas la qualité, c'est la quantité. Oui, maintenant, dans les remorses qu'il faut, dans l'amorce des réformes, il faut tenir compte un peu peut-être des travers de la société sénégalaise, mais en même temps aussi de la démocratie sénégalaise, pour arriver maintenant à l'améliorer. Ça signifie sans doute, maintenant établir des critères qui sont des critères de consensus, comme on peut peut-être, la loi électorale que nous avions eue, le mode consensuel qu'on avait eu en 92, oui, mais qui a fait l'objet justement d'une analyse très approfondie. Bon, c'est un peu... parce que vous savez, la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur système, mais c'est le système, en tout cas, le plus adapté aujourd'hui. On ne peut pas revenir sur certains acquis. Ce n'est plus le moins mauvais des systèmes. C'est tout à fait ça. Donc, on ne peut plus revenir sur aujourd'hui, sur certains grands principes démocratiques, comme le vote étendu à tout le monde. La vraie solution, c'est qu'il faut qu'on travaille à éveiller les populations, qui passe par la famille, qui passe par l'école et qui passe par l'environnement. Les quartiers, la télévision et également d'autres démembrements de l'État qui sont en charge de ça. Ce que vous expliquez tout de suite par rapport, par exemple, au consensus, le consensus, c'était pour une affaire électorale, parce que effectivement c'est très important, c'était de permettre un consensus sur les règles du jeu par les politiques. Vous voyez un peu. Donc c'était ça. Il fallait... on ne voulait pas qu'une seule partie, parce que le code consensuel de 92, il faut revoir le contexte. On est sorti d'une situation tendue électoralement après 88. Et Abdou Diouf, le président de la République d'alors, il a invité la classe politique autour du juge Cheikh Bambey. Ils sont tombés d'accord sur un code consensuel de 92 qui continuait à faire effet. Donc, ça permettait d'éviter à une seule entité politique de changer unilatéralement les règles du jeu. Parce qu'aussi, la classe politique d'alors, qui a vécu donc les événements de 88, a vu en fait presque que tout le monde était au bord du précipice. Oui. Donc, il fallait s'en éloigner. Oui. Mais c'est important parce que le code consensuel de 92 permet d'éviter certains chaos liés aux élections. Clairement. Ça permettait également de se mettre d'accord sur les règles du jeu. Et c'est assez logique, parce que les règles du jeu, quand même tout le monde participe au jeu, ce n'est pas à une seule partie de les déterminer. Il faut les bâtir. Et c'était important parce que ça permettait, et même le Conseil constitutionnel, dans une de ses décisions, quand le président d'alors, Macky Sall, écrit au Conseil constitutionnel pour leur demander sur la taille, effectivement, ou le format même des bulletins, le Conseil constitutionnel a répondu, il a dit, sauf consensus des partis, ils ne peuvent pas, à défaut, lui, il va apprécier. Et le consensus permet, et c'est très important, le consensus permet effectivement à éviter un recours au Conseil constitutionnel. Parce que la loi, effectivement, permet à 1/10 des députés, quand ils ne sont pas d'accord sur des réformes liées au code électoral, par exemple, de saisir, par exemple, le Conseil constitutionnel. Vous voyez un peu. Oui, et donc, c'était important le consensus,
Parce que si tout le monde est d'accord, personne ne va attaquer. Et la loi passe. Boubacar, on va faire assez vite parce que le temps qui nous est compté. Mais je vous interpelle sur au moins une action. Oui. Vous avez adressé au président de la République une lettre. Tout à fait. Souvent aussi, on voit des citoyens epsilon et lambda interpeller le président dans la rue ou bien dans les émissions de radio ou dans les médias. Je veux savoir de quel droit un citoyen peut-il s'adresser ou interpeller le président de la République. Est-ce qu'il y a des modalités opératoires? Non, le président de la République, oui, c'est effectivement la plus haute institution d'un pays. C'est la vérité. C'est la clé de voûte des institutions. Nous avons cotisé nos voix. Nous sommes, voilà, c'est lui le garant d'à peu près tout. Il est responsable. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un serviteur. Oui. C'est un serviteur. L'exigence, c'est de l'interpeller en tant que père de la nation, à la fois humblement et respectueusement. Mais aussi, comme je le disais, la démocratie participative, c'est effectivement par l'Assemblée nationale. Mais la Constitution nous permet effectivement une certaine liberté d'opinion et d'adresser des lettres, en tout cas des correspondances au président de la République pour lui faire part de certain nombre de problématiques. Donc c'est simplement ça. Et en tout cas, les lettres ouvertes que j'ai eu à adresser au président de la République portaient sur un sujet à la fois sensible, mais un sujet de sécurité, à savoir le problème du surpeuplement carcéral. Parce que vous savez, nous avons tous entendu comment sont les conditions dans les prisons sénégalaises. Elles sont difficiles. Ces personnes-là qui sont là-bas, qui sont des humains et qui ne sont privés que d'un droit, le droit d'aller et de venir, ils vont regagner la société. Après avoir purgé leur peine. Après avoir purgé leur peine. Donc là, ils redeviennent moins citoyens parce qu'ébranlés en prison. Non, mais s'ils sont déshumanisés là-bas, c'est ça que je veux dire, par des conditions difficiles, ils peuvent constituer des dangers pour la population. Et leur réinsertion pour le problème de réinsertion sociale, il est réel. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prison ne prive que d'un droit. Nous, Africains, nous, Sénégalais, nous avons subi la traite négrière. Nous savons ce qu'est être mis dans des conditions abominables. Nous devons être plus respectueux des droits humains. Et donc, je disais au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a son passage en prison, pour moi, était de l'ordre divin, mais c'était pour moi, c'était une manière pour le Tout-Puissant de lui montrer ce qui s'est passé. Je lui ai rappelé juste qu'il était passé à Rebeuss, donc il connaît les problèmes, en tout cas, carcéraux. Alors, assez rapidement, est-ce qu'il vous a répondu? Non, en fait, je ne cherchais pas Vous ne cherchez pas de réponse. Je ne cherchais pas de réponse. D'accord. Mais j'espère qu'il a lu en réalité cette lettre ouverte et qu'il va rester très sensible en réalité aux problématiques qui ont été soulevées. Et également, j'ai proposé quelques solutions, comme le juge des libertés, parce que nous voyons que les mandats de dépôt sont systématiques. Et il y a des personnes qui ont commis des délits mineurs. Ils peuvent être utiles à la société par des travaux d'intérêt général, mieux que d'aller en prison. Et en prison, ils servent à quoi? Et c'est des gens leur situation est beaucoup plus dégradée. Ils sont au contact de criminels. Parce que si vous prenez quelqu'un qui a volé un poulet, on le prend, on l'amène en prison. Et on le met à côté d'une personne qui a tué qui est criminelle, qui a fait un acte criminel. Alors que cette personne qui a volé un poulet, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Mais il faut lui donner une chance. Et cette chance-là, c'est de lui faire savoir dans un premier moment que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il ne faut pas recommencer, mais de le faire travailler dans l'intérêt général, pour l'intérêt général. Donc ce sont des mécanismes. Et j'ai insisté sur le fait que, par exemple, en France, avec l'histoire de Philippe Maurice, que j'invite les gens à aller, c'est un prisonnier qui a eu à tuer un policier et dont son cas était une problématique majeure lors de l'élection de 1981, parce qu'il a été condamné à mort.
Giscard, qui était président de la République, disait que s'il était élu, il maintenait la peine de mort. François Mitterrand, avec Robert Badinter, ils étaient contre l'abolition de la peine de mort. Absolument. Ils étaient pour l'abolition de la peine de mort. En définitive, c'est Mitterrand qui a remporté les élections. Ils ont aboli la peine de mort. C'est une loi pénale plus douce, elle rétroagit. Philippe Maurice a été condamné à la réclusion, en tout cas à vie. Mais c'est en prison qu'il a fait le bac, la licence, la maîtrise et le doctorat et une agrégation en histoire médiévale. Il a été gracié, c'était en 81, il a été gracié 20 ans après par Jacques Chirac. Il est devenu professeur des universités. Donc c'est pour dire que la prison, effectivement, c'est un lieu, forger. Ça doit forger, c'est un lieu qui permet à l'individu de se repentir et de se dire que je ne dois plus faire ça et que si je sors, je ne dois plus revenir ici. C'est sur cette belle pensée, sur cette belle incursion dans un monde carcéral qui nous interpelle, nous tous, citoyens sénégalais, que enfin, effectivement, c'est JDD qui avait le plaisir de recevoir un jeune plein de talent, mais en même temps aussi qui a une perception très large, n'est-ce pas, de la façon dont le Sénégal marche aujourd'hui. Prêtons attention à ses travaux et ultérieurement, nous le recevrons également pour voir un peu comment a évolué sa propre pensée. Boubacar Mohamed Racine Sy, merci beaucoup d'être venu au JDD. Merci beaucoup, cher Mamadou. Si vous me le permettez, je voudrais saluer ma mère et également mon leader, Mamadou Racine Sy, avec qui je fais de la politique. Et donc, voilà. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup et à dimanche prochain. À la technique, il y avait Abdoulaye Ndiaye et son équipe. Au plaisir de vous revoir dimanche prochain.